Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Pour plus de récits originaux, livres audio adaptés et contenus plus travaillés, rendez-vous sur ma chaîne principale. Le lien est dans la description. Ce soir, une île sauvage, un héritage inattendu et 2 vies bousculées. Et si l'isolement révélait ce qui compte vraiment? Installez-vous confortablement, laissez les souvenirs d'enfance, les secrets de famille et le parfum des figuiers vous envelopper. Écoutez battre le cœur de ce lieu, où le silence rapproche, où l'on se retrouve et où la magie du passé transforme le présent. Bonne écoute et douce nuit. Un léger craquement sous ses sandales avertit Émilie qu'elle foule un figuier sauvage. La branche plie, libérant l'odeur douce amère des fruits trop mûrs. Elle pousse un soupir discret, serre la poignée de sa valise et avance sur le sentier sec. La lumière, ici, écrase la poussière et fait scintiller la mer entre les pins parasols. L'air a quelque chose d'insulaire, d'étrangement immobile, comme retenu en dehors du temps, ce qui la dérange plus qu'elle ne veut l'admettre. Devant elle, Théo, silhouette longue sous sa chemise chiffonnée, grimace en traînant ses affaires. Ils marchent côte à côte, 2 étrangers revenus sur une île qui, autrefois, était leur terrain de jeu secret. Aucun mot depuis l'embarcadère. Ni bonjour, ni sourire, juste ce silence, fait de brefs regards, de petites crispations. Elle devine que son frère rêve déjà de retrouver les lumières sans âme du périphérique parisien ou l'écran bleu de ses visios. À mesure qu'il s'approche de la bâtisse familiale, la mémoire recouvre la ruine d'un vernis trompeur. Émilie voit la grande maison blanche telle qu'elle était, avant que le vent et le sel ne fissurent les volets, avant que le jardin ne disparaisse sous les herbes. Aujourd'hui, la porte s'ouvre péniblement, grince, laisse passer une odeur de poussière et de sel froid. 3 marches encore, et la voilà dans le hall, suivie de près par Théo. Il jette un œil autour, pince les lèvres. Ça change, hein? Tu la trouves grande, toi, la maison maintenant? Elle hausse les épaules sans répondre, se concentrant sur la moindre parcelle de lumière qui traverse les barreaux des persiennes. Au fond du couloir, la table en bois, rongée par l'humidité, tient encore debout, décorée de taches sombres immuables. Elle se raccroche à ce détail, ressentant une étrange fatigue, comme si le cœur même de l'île lui résistait. Le silence, trop épais, pèse plus lourd que les valises. Ils déposent leurs affaires, inspectent d'un pas prudent les pièces abandonnées. La cuisine envahie d'ombre, le salon où volent des grains de poussière dorée, la chambre de leur père dont Émilie détourne les yeux. Aucune trace du passage récent, juste la nature qui s'incline au seuil. Même les horloges semblent s'être arrêtées. « Bon, on fait quoi maintenant ?» demande Théo, en passant un doigt sur le cadre d'une photo jaunie posée de travers sur la commode. Émilie s'assied sur le rebord de la fenêtre entr'ouverte, observe la cour. L'été, autrefois, brillait ici de 1000 feux. Aujourd'hui, la lumière tombe sans éclat sur des pierres nues. Elle hésite, se prend à penser que ce retour imposé est une mauvaise plaisanterie. On attend, je suppose. Il y a un rendez-vous chez le notaire, non? Il acquiesce, sans conviction. Un bruit sourd dehors interrompt leur gêne mutuelle. Émilie se penche. Un chat fauve traverse le jardin sans s'arrêter,
Rien ne brise la torpeur, sauf le va-et-vient timide des lézards et des souvenirs. Elle cherche son téléphone, par réflexe. Écran noir, aucun réseau, pas le moindre souffle de Wi-Fi. La disparition soudaine, brutale, des connexions ordinaires. Le monde s'efface à la porte de l'île, les enferme, comme si la terre ferme avait déjà disparu. Super. Pas d'appel, pas de mail. On fait quoi d'autre? Sans réseau. Théo essaie de plaisanter, mais sa voix sonne creux, ridicule ici. Sous la chaux craquelée, le tic-tac absent des appareils, les deux adultes, mal réveillés de leur vie citadine, attendent immobiles, pensant chacun à ce qu'il fuira dès que possible. Émilie laisse couler ses pensées vers Paris, sa vie réglée à la minute, l'agitation, l'efficacité rassurante du flot numérique. Une île sans ondes, luxe ou piège. Théo s'est déjà posté devant la fenêtre, lorgnant vers le village au loin, peut-être cherchant une antenne, un signe, n'importe quoi qui le ramènerait à la civilisation. Rien, sinon la mer. Volupté de l'isolement ou angoisse de l'enfermement, difficile à dire. De loin, la rumeur des vagues, l'odeur des figuiers lourds dans le vent, et le soleil qui baisse lentement, les enveloppant d'une langueur nouvelle. L'heure tournait doucement, quoique les aiguilles jurassent du contraire. Le notaire, appelé en urgence, un homme frêle, chemisé de lin, lunettes embuées, avait investi la cuisine, service improvisé entre deux chaises dépareillées. Son cartable souple sentait la cire et les archives. Il étala ses papiers, consulta une montre invisible. Émilie, mains croisées, oscillait entre impatience et anxiété. Il lut d'abord, d'une voix mesurée, le testament. Les phrases rebondirent sur les carrelages froids. Théo leva un sourcil à la lecture de la clause principale, dont la subtilité caressait l'absurdité. Pour hériter, il faudrait cohabiter ici, à deux, 30 jours d'affilée. Pas de passage en ville, pas de tiers, pas de moyen de partir avant ce terme. L'île vous appartient ainsi que le souhaitait Feu Paul. Vous partagez la maison pour une lune pleine. Émilie lâcha un petit rire nerveux, secouant la tête. « Dites-moi que c'est une plaisanterie. 30 jours pour signer un papier. » Le notaire ne sourit pas. Il agita les feuillets, non sans malice. Ainsi l'a-t-il écrit. La navette la plus proche ne repassera que dans 1 mois, de toute façon. Il abrégea sa présence d'un geste las. Bientôt, son chapeau recouvrit son crâne. La porte grinça à nouveau, puis plus rien. Juste eux, à nouveau seuls, piégés sans l'avouer. Émilie s'emporta, dérapant d'un coup. Pourquoi se donner tant de mal? Je propose qu'on campe chacun dans une pièce. On ne se parle pas. On attend que ça se passe et basta. Théo répliqua, déjà calculateur. On pourrait sûrement signer par procuration. Ou filer avec un bateau de pêche, non? Il y a bien une astuce pour contourner cette bizarrerie. Ce fut elle, cette fois, qui brandit la réalité. Sans réseau, ni navette, on est assigné à résidence. Merci papa pour le génie du dispositif. À l'instant, le ton monta, mais pour retomber aussitôt dans l'épaisseur réticente de la maison. Théo tapa contre le chambranle d'une porte du plat de la main, puis fit mine de s'installer dans la chambre d'Amy, claquant les draps contre le matelas. Émilie parcourut la cuisine, ouvrit les placards vides, pestant contre la vétusté de la gazinière, l'absence scandaleuse de café. Leur dispute démarra à voix basse, puis enfla sans jeu. « C'est pas tenable ton manège. J'espère que tu comptes au moins préparer à manger si c'est ton tour, non? » On n'est pas au pensionnat, Émilie. Tout le monde survit avec une tartine et un fruit. Enfin, si t'en trouves un à peu près mangeable sur ces ruines.
Ils s'accrochèrent pour le ménage, la lessive, la salle de bain dont les carreaux s'émiettaient sous leurs mains. La question du confort devint révolution. Qui hériterait du lit moelleux, devenu spongieux avec les années, et qui accepterait la banquette étroite? Les règles s'inventaient, bancales, entre deux éclats de voix. Au soir venu, les tâches partagées, non sans mauvaise volonté, révélèrent d'autres failles. Émilie se rappelait trop bien l'art de fuir les corvées de Théo, adolescent. Lui feignait l'indifférence, mais grimaçait devant l'obstination de sa sœur à tout organiser. La chaleur, dans la bâtisse, les assommait davantage que la fatigue, frottant leurs nerfs à sec. Émilie fit mine d'aller se promener dans la cour, juste pour échapper à la tension. Chaque coin recelait des souvenirs pressants, mais elle s'évertua à ne rien voir, ni la balustrade effondrée, ni le carillon rouillé. Théo, de son côté, passa 20 minutes à bidouiller le robinet, en vain, et revint, mains sales, plus accablé que furieux. À la nuit tombée, leur dispute s'était tue, mais laisse suspendus des éclats d'enfance dans l'atmosphère, comme des rafales de vent saccadées. La maison semblait elle-même retenir son souffle, vibrante de toutes les rancœurs anciennes, chaque pièce dessinant les contours d'une intimité forcée. Théo lança une dernière remarque, sans agressivité. « Je parie qu'on n'a même pas de bougie pour quand le courant lâchera ici. » Le matin glissait lentement sur la maison, adoucissant les aspérités de la vieille façade. Dans la chambre d'amis, Théo, mal réveillé, se prit le pied dans une boîte grise en carton, délavée par le temps. Le choc le fit grogner. Il jeta un œil au contenu, plus par contrariété que par intérêt. Jusqu'alors, il n'avait pas songé à chercher l'enfance dans cette maison trop concrète. Une boîte à musique, au couvercle éraflé, attira son attention. Émilie, alertée par le bruit, entra sans frapper, une mèche rebelle coincée derrière l'oreille. Elle esquissa un sourire moqueur. « Tu fais déjà du rangement ?» Il haussa les épaules et ouvrit la boîte. La mélodie, hésitante, un air de valse, s'évada, flottant dans la pièce jusqu'à patiner la lumière. Ils restèrent là, interdits, tandis qu'un parfum de cire et de vieux bois emplissait l'air. Sous le coussin de velours, Théo découvrit un objet plat, couleur beige fané. Un magnétophone à cassette, rescapé d'une autre époque. Ils échangèrent un regard, mi-amusé, mi-intrigué. Sur la cassette insérée, une étiquette décollée portait au feutre bleu. Été 1989. Théo, hésitant, approcha un doigt du bouton play. Les premières secondes crépitèrent de souffle, puis surgit la voix de Paul, posée, souple, plus jeune peut-être, mais déjà familière. « Bonjour mes petits soleils », disait-il, un rien de malice dans le timbre. Émilie détourna les yeux, gênée d'un coup. Théo croisa les bras, feignant d'être ailleurs. Pourtant, la voix insistait, les happait. « Si vous écoutez ceci, c'est que la maison respire encore un peu de vos rires, » poursuivait Paul. Il raconta presque à voix basse la toute première nuit passée sur l'île, les rideaux blancs claquant contre les murs, la trouille inavouée des bruits nocturnes. « Théo, tu avais caché un coquillage sous ton oreiller, persuadé qu'il te protégerait, » se souvenait-il. La gêne, un instant, devint rire étranglé. Émilie s'assit par terre, à côté de la boîte, sans oser lever les yeux vers son frère. Paul continuait, évoquant leur course maladroite dans le verger, la chasse aux figues trop mûres, le jus collant sur les bras. Émilie voulait toujours grimper plus haut que Théo, même si ça finissait en râlerie. La bande grinça, un silence, puis la voix reprit avec une douceur inhabituelle. «
j'admirais vos disputes autant que vos complicités silencieuses. L'île n'était jamais aussi vivante qu'avec vos cris, même pour faire fuir les chèvres. » Théo esquissa un sourire, gêné. Le souvenir de ces étés sembla surgir tout à coup, plus vrai, plus poignant. Ils écoutèrent ainsi, immobiles, d'abord crispés, puis vaincus par la nostalgie. Paul passait d'un souvenir à l'autre, citant des détails sur la balançoire bancale, l'amarre aux grenouilles, le goût de la menthe fraîche cueillie du bout des doigts salés. La rudesse de l'adolescence s'effaçait là, sous l'impact de cette voix inattendue, témoin d'un autre temps. Le magnétophone, capricieux, avala une minute blanche, puis reprit, citant une après-midi entière passée à ne rien faire, sinon grandir au soleil. La maison semblait hoquetée sous les éclats de voix retrouvés, comme si murs et poutres retenaient leur propre mémoire. Un instant, la cassette s'arrêta. Le silence qui suivit fut épais, doux. Théo appuya à nouveau sur play, cherchant le ton rassurant de leur père, sans oser dire pourquoi. Émilie, bras autour des genoux, ferma les yeux. Rien ne pressait. La lumière dehors s'était faite dorée, presque étrangère. Le hasard distribue son lot d'habitudes sans prévenir. Les jours se cousent, l'un à l'autre sans éclat, entre le parfum du savon de Marseille, les grains de poussière qui dansent dans les rayons et les sabots claquants des chèvres sans scrupules. Chaque matin, Émilie se réveille avant son frère, jamais par volonté affichée, mais plutôt soucieuse de ses tâches qui ne s'accomplissent pas d'elles-mêmes. Couper le pain trop sec, sans faire de miettes, balayer le vestibule que la brise tapisse de sable, rassembler les torchons rêches, fatigués de tant de lessives à la main. Théo, de son côté, s'obstine dans ses mauvais réveils. Le moindre bruit devient motif à ronchonner. Après 20 minutes de protestation, il s'habille à contre-cœur pour la corvée d'eau, accompagnant Émilie le long du sentier brûlé par le soleil, le seau à la main et le visage fermé. Parfois, il marmonne. Pourquoi ne pas récupérer l'eau de pluie? C'était pas si compliqué. Émilie hausse les épaules, penchée sur le puits. Elle le devine sincèrement agacé, mais n'offre qu'un silence évasif. Au fond, la routine naissante les embête tous les deux, sans qu'ils se l'avouent. Quand ils rentrent, les chèvres, reines de l'île, s'invitent sans complexe au petit déjeuner, chapardant croûtons, pelures et toute trace d'inattention. Théo, horrifié, tente d'installer une barrière bancale en branchage sous l'œil hilar d'Émilie. Une vieille, la plus paisible, semble les jauger d'un air sage, posant son museau sur l'escarpolette abandonnée. Parfois, Théo se met à lui parler à voix basse. « Tu crois qu'on va tenir encore 26 jours comme ça, toi ?» Il ne reçoit pour unique réponse qu'un bêlement placide. Les disputes s'accrochent encore à leur voix, discrètes, comme des éclats de tonnerre assourdis. La répartition des tâches domestiques n'en satisfait jamais aucun. Émilie trouve Théo trop flottant, trop distrait, alors qu'il la juge rigide, obsédé par l'ordre. « C'est pas un gîte 3 étoiles ici », lance-t-il, la bouche pleine, un matin. Elle souffle, se détourne, frotte la table avec plus d'énergie que nécessaire. Pour tromper le silence, ils ressortent la vieille radio, jusqu'au jour où, contrariés par le grésillement, ils préfèrent se taire. C'est alors que le soir venu, encore sonnés par la fatigue, ils s'accordent sur le seul rituel qui leur appartient, le magnétophone de Paul. Assis à l'ombre des volets, un coussin sous les jambes, ils appuient sur « play » avec la même impatience et la même crainte. La voix de leur père les surprend, chaque fois différente. Paul s'étend sur ses souvenirs d'adultes dépassés, de pères trop brusques, parfois maladroits.
Un soir, le souffle du micro s'attarde, puis la cassette grésille d'un aveu. J'aurais voulu garder entre vous ce quelque chose d'indélébile, cette humeur des fins d'après-midi, quand je trouvais la maison soudain trop calme. Je me disais, ils deviendront peut-être étrangers, par la force de la séparation, les rues, les années. Je regrette de n'avoir pas fait mieux. En entendant cela, ni Émilie ni Théo ne prend la parole. La pièce se fait dense, pleine de mots qu'ils n'oseraient sans doute jamais articuler face à l'autre. Théo fixe un poing sur le sol, tapote nerveusement ses genoux. Émilie se recroqueville dans sa veste, tentant de masquer d'un sourire la béance qui s'ouvre en elle. Paul poursuit, un peu plus calme. Parfois, il aurait suffi d'une soirée de plus, ou d'un fou rire. Mais encore, fallait-il le provoquer. Ces aveux glissent dans la nuit, filtrés par leur lassitude, leur attente incertaine, leur corps fatigué par l'air salin et les gestes quotidiens. Sans se le dire, le sommeil les gagne dans la même pièce désormais, chacun sur un côté du vieux matelas, bercé par la rengaine des souvenirs. Ici, sur cette île, tout paraît possible et inaccessible. Le magnétophone s'arrête d'un coup, surpris par la fin de la bande. Le soleil s'adoucissait alors, filtrant à travers les branches lourdes des figuiers. Théo était accroupi sur les galets, lançant des pierres plates dans l'eau qui ricochetaient doucement. Émilie, assise non loin, humait l'air tiède, ses mains encore couvertes de farine d'un essai de pain rustique. Entre deux battements de silence, elle observait son frère, l'enfance revenant par bouffées inattendues. « Tu te souviens, la fois où tu m'as jeté dans l'eau avec mes sandales ?» glissa-t-elle, esquissant un sourire fragile. Théo leva les yeux, la surprise éclairant ses traits devenus adultes. Il hésita, puis rit, d'un rire retenu, mais sincère. « Et toi, les tours de sable autour de la barque, tu voulais construire un château submersible. On a mis des heures à écoper, tu t'en souviens ?» Émilie laissa échapper un éclat de rire si rare qu'il sembla suspendre l'instant. Les souvenirs repliaient leurs angles les plus vifs, tissant entre eux ce fil invisible qu'ils avaient tant craint de perdre. Théo l'imita, quelques éclaboussures sur son pantalon délavé. Il lança une figue vers elle. Elle l'attrapa au vol, les yeux brillants. Sans mot d'ordre, ils trottinèrent jusqu'à la maison, un panier de figues oublié sous le bras. Émilie improvisa un dîner avec ce qui restait, un fromage cabossé, du pain rassis, 2 tomates ridées. Les gestes devinrent chorégraphie silencieuse, complicité naissante, sur fond de vaisselle grinçante et couteaux émoussés. Théo posa brusquement la planche à découper et déclara « Tu penses à Paris parfois ?» Elle hésita, coupant lentement les tomates en quart. « Tous les jours, mais j'y pense moins fort, ici. » Une lumière vacilla dans leurs pupilles fatiguées. Ils grignotèrent leur repas sous la canopée improvisée du figuier, debout, les pieds nus, savourant ce simulacre de festin. Au loin, la brise forçait, et les feuilles bruissaient en rafales sur les tuiles. Un claquement sec retentit, surprenant les rires timides. Le ciel, soudain, se fardait d'encre violette. Un premier coup de tonnerre s'effilocha sur la mer. Émilie et Théo échangèrent un regard, mi-inquiet, mi-enfant. Sans concertation, ils se levèrent, la corvée du soir transformée en urgence partagée, rentrer le linge, barricader les volets brinque-ballants, bâcher la minuscule lucarne de la remise. Entre 2 bourrasques, ils se faufilèrent à l'intérieur. Théo s'arc-boutait contre la porte que la bourrasque cherchait à forcer.
Émilie ramassait à la volée les coussins du petit salon. Une casserole vide glissa sous une commode. Cela déclencha l'hilarité la plus inattendue. Au cœur de la tempête, tandis que la pluie martelait la tôle du toit, ils s'appuyèrent l'un à l'autre, corps et rires emmêlés. Un silence doux s'installa, non plus pesant, mais complice, ponctué seulement du chuchotement du vent et du crépitement du feu qu'Émilie ranima sans un mot. Théo s'autorisa une blague, poussant du coude sa sœur. « Si c'est ça, l'héritage, je réclame une prime d'intempérie. » Émilie lui tendit une figue, le sourire en balancier sur ses lèvres. Les disputes anciennes, cette nuit-là, semblèrent minuscules face au grondement du dehors et à la chaleur partagée sur la vieille couverture. Sous la lumière pâle de ce matin salé, Émilie enjamba la flaque laissée par la pluie de la nuit. Le volet du salon pendouillait tristement, creusant une ombre absurde sur la façade blanchie. Théo arrivait du chemin, tirant un marteau et une boîte cabossée de clous. Sans parler, ils évaluèrent les dégâts. Bois fendu, gonds arrachés, volets brinque-ballants. Théo s'agenouilla. Son jean humide, la paume posée sur la vieille latte, il souffla doucement. « On a de la chance que le vent n'ait pas tout emporté, » marmonna-t-il. Émilie tira une chaise pour grimper. Elle tapota le volet, caressa une entaille faite jadis, peut-être par la pointe d'un bâton trop curieux. Ses doigts hésitèrent. Le silence était neuf, doux, propice. « Tu dois retourner bientôt à tes conférences à Paris ?» Théo ne répondit pas tout de suite. Son regard glissa le long du muret, s'accrocha au buisson d'immortelles. « J'ai reporté des rendez-vous. Oui, j'en avais besoin. » Il coinça un clou, chercha le marteau dans la boîte. « Et toi, tu fais comment pour ta vie là-bas ?» Émilie détourna la tête, le vent jouant dans sa frange. « Je ne sais pas trop. Tout est suspendu, ici ou ailleurs. » Il tapa, maladroit, manquant le clou d'un demi-centimètre. Le bruit sec résonna. Elle tressaillit. « Tu ne m'as jamais demandé pourquoi je suis restée seule, » glissa-t-elle bas. Un sourire triste fendit son visage. Tout le monde attendait que je fonde une famille. Je n'ai jamais su ce que je voulais, ou alors je n'ai jamais osé demander. Théo la regarda, s'interdit une plaisanterie facile. Il se pencha, frappa plus fort. « On fait tout ça, tu crois ? Attendre, sans jamais demander. Je me noie dans le boulot, les after-work, la techno. Je me demande parfois si j'existe en dehors, ou si je fais juste semblant. » Un silence long, fécond, s'installa. Les outils passaient de main en main dans ce balai fatigué, mais nouveau. Une vis grinça. Émilie s'essuya le front. Ils trouvèrent la dernière latte fendue, la posèrent côte à côte, condamnés à une réparation précaire mais attentive. Émilie rit doucement. Papa aurait dit qu'il fallait d'abord réparer ce qu'on avait, avant de rêver d'autre chose. Le souvenir de Paul planait. En entrant, Émilie tira le vieux magnétophone du buffet. Une nouvelle cassette attendait. Théo haussa les épaules. « On écoute ?» La voix de Paul s'invita dans la pièce, chaude et vibrante malgré le grésillement. « Vous savez, il y a tant de choses que je n'ai jamais choisies vraiment. Les chemins qui semblaient tracés par d'autres, les rendez-vous que j'ai ratés, les mots jamais prononcés. Je ne regrette rien pour ce que cela vous a donné, à vous, mes enfants. Mais je vois bien, aujourd'hui, ce qui m'a manqué. » La cassette marqua une pause, puis la voix reprit, plus faible, presque tendre. « Il n'est jamais trop tard pour faire ou dire ce qui compte. C'est ça l'essentiel. Oser, oser demander, oser refuser, oser aimer, même maladroit. Je crois que le temps, ici, saura vous montrer la différence. »
Théo fixa le petit lecteur, ses griffures argentées. Il murmura. « Tu crois qu'il pensait à nous quand il a enregistré ça ?» Émilie frôla le bras de son frère, un contact rare. « Je crois qu'il espérait qu'on s'écoute, au moins une fois. » Les mots de Paul flottaient dans la lumière en éventail. Hakim, le coq du voisin, donna la voix dans le lointain. Pour la première fois depuis des années, ils restèrent assis côte à côte sur le carrelage tiède, ni pressés, ni ailleurs. Théo renifla, pinça le nez. On en veut encore parfois, tu sais, de ce qu'on n'a pas eu. Émilie noua ses bras autour de ses jambes, les yeux perdus dans la fissure du mur. Théo se pencha, esquissa un geste maladroit vers elle. Émilie se massait les tempes, silencieuse, attentive à ce qui surgissait, enfin, dans l'espace juste entrouvert entre eux. Le lendemain, un lendemain de rien, ils s'enfoncèrent ensemble dans la fraîcheur nouvelle de la matinée. L'humidité avait redonné vie à la végétation. Émilie, bottes de caoutchouc trouées, ouvrait la marche, débusquant le parfum anisé du fenouil sauvage. Théo, sac tordu sur l'épaule, suivait sans protester, plus léger qu'à Paris, ou du moins lesté différemment. Un sentier abandonné courait entre les figuiers, filant vers la côte. Des trilles d'oiseaux, le clapotis d'une petite source cachée et l'éclat du mica sous les ronces. Émilie écarta une branche. La crique solitaire s'offrit à eux, familière et transfigurée à la fois. Les galets portaient encore des traces de leurs pieds d'enfant. On dirait qu'on n'a jamais quitté cette île. Tu trouves pas ? Souffla Théo. Émilie ne répondit pas. Elle laissa glisser ses sandales, testa l'eau du bout de l'orteil, fraîche, revigorante. Elle lança à son frère un regard singulier, mi-curieux, mi-complice. La lumière découpait leurs deux ombres, mouvantes sur le sable humide. Ils flânèrent longtemps. Les anfractuosités de la roche retenaient des éclats de la tempête. Filets verts, coquillages, une planche gravée d'initiales. Le silence avait changé de texture. Il berçait, réchauffait. Théo lança un caillou dans l'eau, tressaillit au plouf sonore. Quelques pas encore, et l'ancien potager de Paul se dessina sous les broussailles. Des parcelles envahies d'herbes folles, des tiges sèches bordant des fragments de poireaux. Émilie écarta la terre d'un ongle, dénicha les prémices d'une pousse. Il reste du thym, regarde. Il aurait juré que c'était sa plus belle culture, même si on n'en mangeait jamais. Ils grattèrent la terre ensemble. Théo, étonné, sortit une vieille fourchette rouillée. Souviens-toi, ils plantaient tout sans logique, avec n'importe quel outil. Émilie éclata d'un rire cristallin. Et nous, on arrachait tout pour faire nos potions. Sous leurs mains, le carré de potager reprenait peu à peu une forme. Ils récupérèrent des pommes de terre ratatinées, une courgette miniature, quelques ombelles de fleurs sauvages. Émilie, la joue coiffée de boue, redressa la tête. Je propose qu'on improvise un dîner. Challenge. Tout doit venir du jardin ou de la mer. Théo leva les yeux au ciel, mais ramassa docilement 2 bouquets d'herbes, un sourire en coin. Marché conclu. Ils retournèrent à la maison, spectres d'enfants plus grands. Le sel du vent collait à leur peau. Sur la terrasse, ils se perchèrent sur ce vieux banc bancal, les yeux rivés sur l'horizon violet. Émilie se mit à couper les légumes, maladroite et appliquée. Théo s'acharna sur la vieille gazinière à manivelle. Au terme du repas, c'est rincé mais réchauffé qu'ils préparèrent le vieux magnétophone. Nouvelle cassette, nouveau rituel. Ils s'emparèrent de 2 chaises, s'assirent proches comme rarement. « Tu veux lancer ou je fais ?» demanda Émilie. Théo hocha la tête. « À toi l'honneur. »
La voix de Paul surgit dans la pièce assombrie, effleurant chaque angle. Sa chaleur leur parvenait par bribes, souvenir d'une époque où leur insouciance ne portait pas de nom. La cassette cracha soudain. Grésillement, voix guillerette de Paul interrompue par un faux accord de boîte à musique. Théo éclata de rire, un rire étonnamment clair, déliant l'attention de la pièce. T'imagines comme il galérait avec tout ce matos. Émilie pouffa, couvrant le son de ses doigts. Ils se mirent à enregistrer leurs propres cassettes, imitant le ton théâtral de leur père, feignant de s'appeler à la rescousse contre le houblon envahissant ou un plat immangeable. La maladresse de leur voix les fit rire jusqu'aux larmes. Ils partagèrent ces soirs ainsi, reconstruisant la maison, redécouvrant les gestes simples, se tressant des souvenirs neufs. Tour à tour, ils partagèrent leurs rêves d'avenir, évoquant ce qu'ils n'avaient jamais formulé. Les gestes devenaient plus sûrs. La complicité retrouvait le fil rompu. Émilie posa la cassette terminée sur la commode, près du pot de thym frais. Théo, main sur son épaule, fit tournoyer la clé de la porte, hésitant. Ils restèrent là, soudain silencieux, chacun sentant que quelque chose, imperceptiblement, avait changé. La brise était douce, un balancement paisible des herbes hautes venait frôler la terrasse où Émilie et Théo s'étaient installés avec 2 tasses de café. Le temps semblait flotte, suspendu à cet entre-deux de la fin de ses jours, trop calme pour de véritables adieux, trop chargé de possibles pour céder à la nostalgie. « Tu crois qu'on regrettera si on vend ?» demanda Théo, les yeux fixés sur la mer, l'air soudain plus vulnérable qu'à Paris, ou même la veille. Il triturait d'une main distraite le rebord du plateau, y laissant un cercle humide. Émilie laissa la question flotter, goûtant son hésitation. Elle pensait à la cuisine encombrée, au volet rafistolé à la hâte, au potager renaissant, et à ces éclats de rire qui traînaient encore dans la maison, comme une poussière de lumière. Vendait-il vraiment quelque chose de récupérable ? « Je n'en sais rien, » murmura-t-elle, « mais j'ai l'impression qu'on a effleuré quelque chose ici, et que si on tourne le dos trop vite, on n'en saura jamais le goût. » Le vent rabatta une mèche sur son front. Elle se leva, ramassa un carnet couvert de miettes et l'ouvrit au hasard, dévoilant des brouillons de listes, des dessins maladroits, la silhouette d'une chèvre, un plan du potager. « On pourrait ne pas vendre, » proposa-t-elle. Elle tourna les mots avec précaution, avec la pudeur de celle qui n'ose pas encore y croire. On pourrait faire de cette maison quelque chose de vivant, mais pas une énième location fade. Théo esquissa un sourire incertain. Une cabane de Robinson pour nostalgique. Émilie releva la tête, un éclat neuf dans le regard. Une vraie maison d'hôte. Offrir à d'autres le luxe d'être coupé du monde. Pas de réseau, pas de newsletters, juste la mer, le silence. Un peu sauvage, à l'image de papa. Elle tourna la page du carnet, griffonna à la hâte des mots-clés. Figuier, source, Villante, transmission. Un embryon de projet germait, étrangement solide. Derrière la fenêtre entr'ouverte, des bribes de bandes magnétiques charriaient encore la voix de Paul sur fond de crépitements rassurants. « On ferait ça à 2 ?» demanda Théo, le ton presque joueur. « Et toi, tu quitterais Paris pour des chèvres en liberté ?» Elle haussa les épaules, le sourire flottant. « On ne quitte rien, on continue. Sauf qu'ici, ce serait pour nous, pas pour des clients, pas pour une équipe ou un maire insatisfait. » Théo se pencha vers elle, un air songeur. « Et le nom ? Il faudrait quelque chose qui fasse rêver, mais qui ne mente pas. Genre, l'île sans connexion ?»
Il s'emporta, pris par la fantaisie. Ou le refuge des figuilles. Non, pire, chez Paul et ses potions. Ils s'abîmèrent dans le rire, doux, libérateur, étonnant. Théo attrapa un crayon, traça à la va-vite un logo sur l'enveloppe la plus proche, une chèvre sur 2 pattes, coiffée d'un chapeau melon, entre 2 figuiers tordus. Voilà qui attirera les foules averties, plaisanta-t-il. Émilie, sérieuse, lui prit la main. Il faut qu'on invente notre propre définition de la réussite, Théo. Que cette maison serve à ceux qui fuient exactement ce qu'on fuyait, nous. La lumière passait à l'oblique, posant sur leur visage des traces dorées. Le carnet accueillait déjà des listes de menus simples, des idées de promenade, des horaires de navette estivale. Théo griffonna d'autres croquis, ajoutant une cabane sur pilotis, quelques taches de couleur. Tous deux, portés par une fébrilité neuve, s'étonnaient de la légèreté retrouvée. L'idée prenait racine, inarrêtable, grandissant en silence parmi les souvenirs et les ronces. Ce soir-là, alors qu'un nuage opaline nageait paresseusement entre la lune et la mer, Émilie ajusta le magnétophone sur la table, caressant du pouce les rainures du plastique. Théo, curieusement silencieux, arrangea les coussins et posa la dernière tranche de pain grillé au bord du plateau. Les bruits de la nuit étaient familiers, rassurants. On distinguait la rumeur lointaine des chèvres, la plainte ténue d'une porte mal fermée, le bruissement des feuilles qu'un vent tiède froissait avec précaution. Émilie appuya sur play. La bande crissa un instant, puis la voix de Paul s'écoula, chaleureuse, familière et, ce soir, étrangement présente. Il ne leur raconta ni souvenirs d'enfance, ni anecdotes domestiques. Il leur parla d'espérance. Je me suis souvent demandé ce qui advient de nos choix quand plus personne ne se souvient de leurs raisons. Ce que l'on fait du temps laissé, des occasions ratées, des envies ajournées pour de mauvaises excuses. Sur cette île, j'ai compris que tout pouvait recommencer si on décidait de revenir. Émilie sentit l'humidité lui picoter les paupières. Les mots étaient simples, sans mièvrerie, et pourtant tout en elle vacillait. Soudain, la lumière de la cuisine semblait plus dense, portée par le souffle grave de leur père. Vous deux, j'ai souvent cru vous perdre l'un à l'autre. La vie va vite, elle éparpille. J'aurais tant aimé rassembler ce qui s'était effrité à force de distance et de bruit de ville. Vous êtes revenus pourtant. Vous avez offert à cette maison, et à moi, la plus belle réparation, votre présence. Théo tapota la table du bout des doigts. Un soupir, mi-joie, mi-chagrin, lui échappa. La voix continuait. Au fond, peu importe l'héritage matériel, ce qui compte, c'est le choix de rester, de bâtir ou tout simplement d'essayer. Si un jour vous deviez douter, j'espère que vous trouverez la force d'offrir à quelqu'un, ou à vous-même, la part de lumière que vous avez retrouvée ici. Ils restèrent silencieux après la fin de l'enregistrement. L'appareil cliqueta. Les rubans cessèrent de tourner. La nuit reprenait ses droits, ponctuée du son lointain d'un grelot, quelque part vers le potager. Émilie porta la main à sa joue, vérifiant du bout des doigts qu'aucune larme n'avait glissé. « Ce n'est pas seulement à nous que papa parlait, tu crois ?» demanda-t-elle, la voix presque floue. Théo secoua doucement la tête. « Non, à n'importe qui écoute assez. À nous, mais aussi à l'île, aux chèvres, à tous ceux qui doutent sur la route en pensant qu'il est trop tard. » Ils échangèrent un sourire. Ce n'était pas grave que tout ne soit pas décidé. La promesse était là, secrète sous leur peau, chaude. Il n'y aurait plus de fuite, de porte claquée ou de silence boudeur. Il y aurait désormais le choix de rester, d'inventer, d'ouvrir la maison et de rire, quitte à se tromper. La mer se fit plus douce encore.
les vieux volets grincèrent dans un souffle, comme pour sceller ce pacte discret. Émilie s'étira, la fatigue lovée dans chaque muscle, mais portée d'une joie calme. Le magnétophone éteint, elle glissa sa main vers Théo, et ils restèrent là, longtemps, à remercier sans mots l'île et son héritage inattendu. Une chèvre passa la tête à la porte, les yeux ronds, témoins placides de leur paisible serment. À l'aube, sur la terrasse, l'air portait une douceur neuve. Au bout du jardin, les chèvres broutaient paisiblement entre les pierres, ignorant tout des grands bouleversements humains, mais complices malgré tout. Émilie s'était levée la première, savourant le silence vibrant qui précède le réveil du monde. Le bois de la porte grinça lorsque Théo la rejoignit, une tasse ébréchée à la main. Il souriait, les yeux rincés de la nuit, un air de légèreté inusité sur le visage. Ils s'assirent côte à côte, sans hâte. Entre eux, le magnétophone éteint avait trouvé sa juste place. Ni relique, ni simple objet, mais trait d'union. Émilie respira profondément cette brise qui sentait le laurier et le sel. Elle se pencha pour cueillir une feuille du figuier, froissa la pulpe entre ses doigts, y trouva un parfum d'enfance et d'avenir mélangé. « On pourrait faire ces chambres d'hôtes, tu sais, » dit-elle sans le regarder, la voix comme un rêve débordant à la surface. Pas comme un projet, mais comme une manière de rester. Pas seulement pour la maison. Pour nous. Théo acquiesça, l'ombre d'un rire hésitant au coin des lèvres. Et si on appelait ça « aux chèvres revenantes » ? On mettrait un panneau fait main, et on préviendra qu'ici le réseau, c'est la mer. Leurs rires se mêlèrent au grondement lointain des vagues. Ils n'avaient pas tous les plans, ni l'assurance de réussir, mais la peur s'était dissoute dans un élan tranquille. L'intérêt n'était plus dans le projet, mais dans la promesse partagée. Ils avaient retrouvé l'essentiel, ce fil ténu qui relie, malgré la distance, malgré le passé qu'on croyait trop cabossé. Le soleil se leva doucement, caressant la façade blanchie de la maison, réveillant chaque fenêtre, chaque souvenir restauré. 2 tasses tinrent compagnie à 2 mains enlacées sur la table. La balustrade nue portait encore les traces du sel et du vent, mais accueillait désormais quelque chose de plus précieux, l'ébauche d'un avenir en commun, tressé de tout ce qui, longtemps, avait semblé perdu. Émilie jeta un dernier regard vers le magnétophone, un sourire paisible sur les lèvres. Paul n'était plus là et n'avait jamais été aussi présent. Il n'était pas venu pour hériter, mais pour se retrouver, et c'était là le plus bel héritage. Dans l'île qui s'éveillait, tout semblait possible. Merci, papa. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous invite une fois de plus à rejoindre ma chaîne principale, où la narration, la prononciation et les histoires sont plus travaillées. Vous y trouverez des compilations, des livres audio et des récits plus originaux. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.